Bonjour Philippe, vous êtes militaire, vous avez fait Saint-Cyr l'école de guerre, vous êtes contrôleur général des armées et après avoir étudié la question de l'entrepreneuriat avec Philippe, c'est un autre Philippe qui succède pour aborder la question du métier militaire. Vous allez demander si c'est un métier, vocation. Votre titre, c'est Valeurs chrétiennes du métier militaire. L'espérance dans un cadre particulier de géopolitique et qui peut nous concerner en tout cas. Merci. Merci mon père pour cette présentation où vous avez évoqué le fait que avant l'école de guerre j'avais fait Sciences Po et le fait d'avoir fréquenté, moi qui étais un petit provincial, la rue Saint-Guillaume pendant 2 ans, ça m'a ouvert sur la réalité de la technocratie qui parfois, et j'y reviendrai, a tendance à écarter les réalités tragiques du monde pour tenter de tout réduire au tableur Excel ou à l'équation. Donc pour moi, ça a été un grand enseignement. Alors, je dois traiter des valeurs chrétiennes du métier militaire. C'est ce que j'avais proposé au père comme sujet, et c'est ce que je vais essayer de traiter en disant que, en ayant réfléchi de nouveau, parce que je viens des lisières de la forêt de Compiègne, et comme disait Saint Bernard, on apprend plus avec les arbres qu'avec les livres. Et donc, en me promenant sous les hêtres et les chênes de la forêt de Compiègne, je me suis dit que peut-être que du côté des valeurs chrétiennes, j'avais proposé là un sujet qui nécessitait en fait de revenir à l'évangile, et plutôt que les valeurs chrétiennes, même si je les évoquerai, j'essaierai de regarder en quoi les quelques préceptes évangéliques renvoient d'une façon ou d'une autre par analogie au métier militaire. Alors, le demi-siècle écoulé a vu le métier militaire connaître, à mon avis, 3 grandes périodes. Avant 1989, c'est-à-dire avant l'écroulement du mur, c'était un métier essentiellement lié à la dissuasion nucléaire, nonobstant quelques escapades africaines, mais le métier militaire, dans son ensemble, était tourné vers un affrontement contre une puissance qui s'appelait l'Union soviétique, et il s'agissait de préparer une guerre qui ne devait pas avoir lieu, parce que si elle avait lieu, ça voulait dire que notre dissuasion avait échoué. Et donc jusqu'en 89, disons qu'entre retour d'Algérie jusqu'en 89, le métier militaire, il s'exerce à l'ombre du parapluie nucléaire pour préparer une guerre qui ne doit pas avoir lieu. Donc c'était un peu compliqué. Je vous renvoie aussi à un livre qui s'appelle Le désert des Tartares, parce que pour les militaires, avoir un ennemi dont on sait que si on l'affronte, c'est que toute une stratégie, toute une dissuasion, tous des budgets qui sont employés à cet effet ont échoué, c'était un petit peu compliqué. Mais on était dans une logique de défense nationale, de dissuasion nucléaire et de ce que j'appelle des escapades africaines. Ensuite, après 89, effondrement du mur, et ce que je crois disait le général de Gaulle, à savoir que les Russes étaient à une étape du Tour de France de Strasbourg, tout ça c'est fini. Et les paradigmes, comme on dit, en matière stratégique, vont complètement changer. Pendant des siècles, il s'agissait de protéger l'Hexagone. On a pu dire que Vauban et la force de dissuasion, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agissait de protéger le précaré contre une invasion. 89, c'est la fin de ce paradigme, et c'est le temps de ce qu'on va appeler le soldat de la paix. C'est l'ère des interventions ou des interpositions. Le métier militaire, à ce moment-là, pourrait s'apparenter à celui d'un gendarme aux ordres de l'ONU en vue de limiter ou de tempérer des affrontements sur, d'une part, le sol européen, puisque je vous rappelle que 92, 93 et les années qui suivent, c'est la question de la Bosnie, c'est les Balkans qui se réveillent. 99, c'est le Kosovo.
93, on l'a oublié, c'est l'ONU au Cambodge. Et en parallèle, on professionnalise les armées sur une décision du président Chirac, décision qui en fait n'a été débattue par personne. Alors si vous lisez la presse, aujourd'hui, certains s'interrogent sur l'intérêt d'un retour au service national. Alors ceux qui s'interrogent souvent, quand ils ont plus de 40 ans, sont les mêmes qui ont tout fait pour y échapper. Donc ça, c'est un autre paradoxe. Mais bref, disons que de 89 à 2001, le métier militaire évolue et c'est d'une certaine façon le temps du soldat de la paix, malgré l'intermède de la guerre du Golfe en 90, 91, qui pour une large part va sonner le glas du service national, puisque le président Mitterrand décide que pour s'engager dans le Golfe, il n'y aura que des soldats professionnels. Ça veut dire qu'on peut faire couler le sang d'un professionnel pour des aventures ultramarines, mais qu'en revanche, c'était sur le sol national qu'on pouvait faire appel à la conscription, c'est-à-dire que pour défendre la patrie, pour reprendre des termes anciens, on peut faire couler le sang du citoyen français. En revanche, pour des opérations au-delà des mers, n'engageant pas les intérêts vitaux du pays, alors il faut des professionnels. Et ça, c'est le pari du président Chirac en 1996. Et puis, 2001, c'est l'attentat du 11 septembre, c'est ensuite les guerres américaines en Afghanistan et en Irak, et c'est ce que, pour le métier militaire, puisque mon sujet, valeur chrétienne du métier militaire, mais je voulais quand même vous brosser un tableau des évolutions de ce métier par rapport au contexte géopolitique. Après 2001, on peut dire que même si la guerre n'a jamais été occultée à l'horizon de l'humanité, mais on en a eu cette illusion, en Europe, la guerre revient. Et pour l'armée française, elle revient de façon douloureuse. Rappelons-nous l'été 2008, avec une embuscade au fin fond de l'Afghanistan, à Ouzbine, qui va, évidemment, par rapport aux morts de Douaumont, de Verdun ou du Chemin des Dames, c'est pas grand-chose, mais une quinzaine de morts d'un seul coup, dans des opinions publiques vieillissantes et qui occultent la mort, ça frappe. Et donc, à partir de 2001, on peut dire que la guerre revient dans l'horizon de nos militaires de façon prégnante. Et puis, une vingtaine d'années s'écoulent, les Américains se retirent d'Afghanistan avec de lourdes pertes, notamment, on en parle peu, mais de ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez des dizaines de milliers de vétérans qui sont touchés par des troubles psychiatriques majeurs. C'est à partir de 2020, donc 2 ans avant l'intervention russe en Ukraine, que, en particulier, nos chefs d'état-major, quand ils sont auditionnés devant la commission de défense, parlent à la fois du retour de la guerre et du conflit à haute intensité. Alors, quelques mots sur le conflit de haute intensité. Chaque fois qu'une majorité arrive aux affaires avec un nouveau président, il est demandé à la haute administration civile et militaire de faire ce qu'on appelle un livre blanc où on brosse le tableau de la menace sur les années à venir et on en décide une politique de défense avec des scénarios qui mettent face à la menace des moyens, mais quand même conditionnés par les budgets que le pays veut bien consacrer à sa défense. Et jusqu'aux années 2020, ou un petit peu avant, le conflit dit à haute intensité, c'est-à-dire un conflit entre États mettant en jeu non pas le nucléaire, mais des forces classiques, les chars, les canons, les avions, tout cela était évoqué, mais simplement pour mémoire, c'est-à-dire qu'on n'envisageait plus de conflits classiques tels qu'aujourd'hui, où on peut le voir se dérouler à l'est de l'Europe. C'était un scénario qui était fait pour expliquer qu'on prenait en compte
toutes les menaces, mais en réalité, on n'y croyait pas. Et ce retour de la guerre à haute intensité ou de sa perspective change de nouveau le métier militaire. Vous voyez, on prépare une guerre pendant longtemps sans imaginer qu'elle puisse arriver. Ensuite, on devient soldat de la paix, notamment sous le casque bleu. Ensuite, avec l'attentat du 11 septembre, la guerre revient à l'horizon, mais ce n'est pas nous qui sommes encore vraiment concernés, malgré les pertes en Afghanistan, mais on sent bien qu'il y a plus qu'un frémissement. Et puis, depuis quelques années, et notamment depuis 2 ans, on évoque le retour de la guerre à nos frontières. Voilà, c'est sur cet horizon-là qu'il faut penser le métier militaire. Alors, j'évoque le métier militaire, mais je ne l'ai pas encore défini. Et comme j'ai beaucoup d'admiration pour le maréchal Foch, Foch avait une question qu'il posait quand il s'adressait à ses officiers, au son état-major. Il disait « De quoi s'agit-il ? De quoi vous parlez ?» J'ai parlé du métier militaire, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Métier militaire. Alors, un métier, c'est une profession, c'est une façon d'exercer sa condition humaine ici-bas. Et puis, militaire, ça renvoie à Miles, le soldat, ça renvoie à la guerre, ça renvoie aux soldats, parce que vous pourriez me dire, mais soldat et militaire, est-ce que c'est la même chose ? J'y reviendrai parce que derrière la question du militaire, il y a la question de l'argent, il y a la question du budget. Et soldat, ça vient de solde. Solde, ça vient de sous. Et comme on disait sous l'Ancien Régime, pas de sous, pas de Suisse. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas recruter des soldats de métier quand on n'avait pas d'argent. Donc il y a une dimension économique et militaire et financière au métier militaire. Mais le métier militaire, c'est très générique. Métier militaire, quand vous regardez l'ensemble des professions qui constituent ce métier militaire, vous en avez des dizaines. Il y en a qui sont proches du civil, quand vous êtes dans des tâches administratives, et il y en a qui sont spécifiquement militaires, spécifiquement guerrières, si je puis dire, quand il s'agit d'être exposé pour donner la mort ou pour la recevoir. Mais tous, par exemple sur un bâtiment de guerre, que ce soit le cuisinier ou l'officier opération ou le commandant, tous, d'une certaine façon, contribuent, si besoin, à un effort de guerre, un effort de combat qui va mener éventuellement à tuer l'autre. Ce qui, je m'avance un petit peu, mais pose aussi des questions, évidemment, par rapport aux 10 commandements, à la question « tu ne tueras pas ton prochain hein », pas confondre avec l'homicide pour le militaire, mais vous voyez bien que la question de la violence légitime exercée au nom de l'État, qui vise dans des États où on a tous, il n'y a plus de peine de mort en France, mais en revanche, il y a l'autorisation pour notamment les militaires d'infliger, finalement au nom du peuple français, un petit peu comme les juges, mais d'infliger la mort à autrui. Donc il y a quand même une dimension morale, éthique, qu'il faut mener, de telle sorte que on doit distinguer quand même le psychopathe, c'est-à-dire celui qui s'habitue à tuer sans que ça le perturbe, de celui qui, de toute façon, sera toujours dans une réflexion morale avant de procéder à cet acte-là. Donc voilà, militaires, des tas de professions différentes qui sont réunies dans un statut. Statut, ça vient du latin, status, c'est celui qui est debout. Le statut militaire, c'est un statut, vous avez 3 statuts dans la fonction publique, vous avez la fonction publique d'État, fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Mais le statut militaire, la fonction militaire, elle est à part. Elle est à part parce que, à cause de la spécificité du métier, le militaire a sa liberté d'expression qui est encadrée par rapport aux citoyens. Ces conditions d'éligibilité sont différentes, c'est-à-dire que si vous vous lancez dans la politique, vous devez non pas abandonner l'état militaire, mais vous faire mettre en disponibilité. Vous avez des obligations de disponibilité et vous avez des obligations de réserve et de discrétion par rapport à ce que vous avez à en connaître dans votre métier.
Et ça, que vous soyez au fond de la cambuse d'un bateau dans l'océan Indien ou que vous soyez chef d'état-major des armées, vous êtes dans le même statut. Et donc, ça crée une espèce de, je ne dis pas d'égalité, mais si quand même une homogénéité des conditions et une espèce de fraternité, souvent, parce que les gens partagent le même statut, le même but, même s'ils n'exercent pas, in fine, la même profession. Et puisqu'on évoquait aussi un petit peu l'économie, j'avais tendance à dire à certains qui parfois considéraient que les soldes étaient peut-être parfois trop élevés quand les gens avaient des étoiles, c'est que pour une organisation comme l'armée de terre, qui comporte à peu près 120 000 hommes et femmes, comme on dit aujourd'hui, l'écart de solde, la fourchette, va de 1 à 10 maximum. Ce qu'à mon avis, on ne trouve pas dans une entreprise civile qui aurait le même effectif. Et donc, des métiers très différents, un statut unique, et pourtant des valeurs qui unissent, qui peuvent unir tout le monde. Alors, j'ai essayé de gratter en me disant, bon, je me suis peut-être un peu avancé avec le père en évoquant les valeurs, le terme valeur lui-même. Il y a beaucoup de définitions en valeur. Hein. Il y a les définitions philosophiques, les définitions sociologiques et même peut-être des définitions théologiques. Bon, alors moi, je suis ni sociologue, ni théologien, ni philosophe. Simplement, si je vous parle ici et j'ai beaucoup de plaisir à évoquer ces questions-là avec vous, c'est vraiment au nom de ma petite expérience et du fait aussi que j'ai des enfants ou des gendres qui sont sous l'uniforme et que je reste en contact avec pas mal de camarades. Alors, pour moi, une valeur ou des valeurs, c'est ce qui a du prix, c'est ce qui pèse dans une institution, dans un groupe humain, et c'est un ensemble de choses auxquelles on tient pour, dans la durée, faire pérenniser ce groupe en question. Alors on parle des valeurs de la République. À mon sens, on a du mal parfois à les définir, hein, mais si on prend le triptyque de la République française, on se dit qu'il y a là des valeurs qui sont censées fédérer les gens. Alors, nous, nos valeurs chrétiennes, continuons la réflexion, je me suis dit, au fond, c'est ce qui découle directement de notre foi au Christ et de notre adhésion à l'enseignement de l'Église. Et qui ont vraiment, c'est des choses qui ont du poids et qui ont un rapport avec la foi, l'espérance et la charité. C'est-à-dire que je n'imagine pas des valeurs chrétiennes qu'on pourrait dissocier des vertus théologales. Impossible. Et alors, j'ai cherché dans l'Évangile des préceptes ou des conseils évangéliques qui, d'une façon ou d'une autre, se rapportent à ce qui a du poids pour nous. Alors, il y en a beaucoup, hein, parce qu'à travers la foi, l'espérance et la charité, il y a beaucoup de valeurs qui pourraient se décliner à partir de là. Mais d'abord, le temps qui m'est donné est limité. Ensuite, plus on est diffus dans le propos, moins on est compréhensible. Et donc, moi, j'ai cherché quelques éléments qui, par analogie, se rattachent au métier militaire et peuvent permettre, je dis bien peuvent permettre, aux chrétiens et notamment aux catholiques, quand il est sous l'uniforme, de vivre sa foi chrétienne. Alors, je ne dis pas qu'il peut la vivre parfaitement, pas plus qu'ailleurs, mais je défends la thèse que, au cœur du tragique de l'histoire, et j'y reviendrai, le militaire, par la mission qui lui incombe, peut vivre sa foi chrétienne. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Toute l'histoire le montre. Et d'ailleurs, vous avez, sous l'uniforme, vous avez des saints et des salauds. Il suffit de... Vous avez des soudards et des saints, tout au long de l'histoire. Et puis vous avez des soudards qui deviennent des saints, comme Charles de Foucault. Donc, mon propos va essayer de pointer quelques éléments sur lesquels on pourra parler après, mais qui permettent de dire, oui, sous l'uniforme, on peut vivre de ces valeurs chrétiennes. Alors,
il y a une valeur qui renvoie à un propos de Jean-Baptiste, notamment. Et, alors, elle est un petit peu à la mode, cette valeur. C'est ce que j'appelle la sobriété. Et elle renvoie à Jean-Baptiste qui doit répondre à un certain nombre de gens qui viennent le voir. Alors, il y a les publicains, puis après les publicains, il y a les soldats. Vraisemblablement, c'est des soldats romains, c'est des soldats de l'occupant. C'est intéressant de se dire que dans la Palestine occupée, des soldats romains, donc des païens, s'interrogent sur leur métier. Et peut-être que certains ne sont pas très fiers de ce qu'ils font subir aux occupés. Et donc, première question que posent ces soldats, il y en a peut-être d'autres, hein, mais ce qu'a retenu l'évangile, ou l'évangéliste plutôt, c'est mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous, soldats? Parce qu'on les accusait évidemment d'exaction vis-à-vis des Juifs. Et Jean-Baptiste, un homme qui ne mâchait pas ses mots, leur répond: contentez-vous de votre solde. Vous voyez, tout à l'heure j'évoquais soldat, solde, sous. Faites avec ce qu'on vous donne, mais surtout contentez-vous de votre solde. Alors, je ne sombrerai pas dans l'irénisme. Je sais que le militaire, comme tout homme, et notamment dans une armée professionnelle, tout le monde est payé. Les conscrits l'étaient, mais à minima. Donc, on attire au moment du recrutement les gens que si on est capable de les payer correctement. Et ça pose d'énormes problèmes dans des professions, notamment très techniques, où on a du mal, et parfois c'est mission quasi impossible, pour recruter des gens. En ce moment, dans la force océanique stratégique, c'est pas un secret d'État que de dire qu'on a du mal à fidéliser un certain nombre de professions qui sont dans le privé, qui trouveraient facilement des employeurs avec parfois plus de rémunération que ce que nos armées ou la marine est capable de leur proposer. Alors, voilà, contentez-vous de votre solde. Eh bien, je pense que dans un monde marqué par le capitalisme, à mon sens, exacerbé, où, à mon sens, on a notamment dans nos familles, beaucoup poussé des jeunes vers des professions rentables, hein. J'ai en tête un certain nombre de conversations d'il y a une vingtaine d'années sur l'orientation des enfants. C'était très motivé par combien va-t-il gagner, quelle grande école doit-il faire. Dans l'ordre des écoles de commerce, est-ce qu'on gagne plus en sortant d'HEC que de l'ESSEC? Et ensuite, quand on sort de telle école de commerce, Reims plutôt que Le Havre ou je ne sais quoi. Donc, c'est quelque chose de très concret que je voulais vous faire sentir, c'est que cette injonction de Jean-Baptiste, finalement, on peut la mettre en œuvre dans un métier militaire où on ne sombre pas dans la misère, loin de là, et heureusement, parce que sinon, ça serait une catastrophe. Mais je crois qu'on solde les gens de telle façon qu'ils peuvent vivre sans que l'argent, ou trop d'argent, ne leur donne de soucis. Vous voyez, de soucis à l'excès. Et donc, premier élément de mon exposé, c'est de dire que cette sobriété revendiquée ou demandée par le Baptiste il y a 2000 ans aux soldats romains, elle peut valoir encore aujourd'hui, et je peux témoigner que pour nos jeunes générations, c'est quelque chose qui se vit assez bien. Exemple concret. Vous avez peut-être entendu parler, parce que ça avait fait du bruit dans la presse, un logiciel de paye de nos militaires qui s'appelle Louvois, mal conçu, assemblage hétéroclite d'un certain nombre de logiciels, mis en œuvre de façon rapide, inconsidérée, pour des raisons hautement politiques, a abouti au fait que les gens avaient des soldes qui étaient incompréhensibles quand ils en recevaient le montant, incapables de savoir à quoi ça correspondait. Alors il y a eu du plus et du moins,
Mais je peux vous témoigner que pour nos jeunes élèves officiers, moi j'ai un fils qui, donc à Saint-Cyr, ils sont par section de 20 ou 25, il y a quelques années, enfin, il me dit, mais c'est bizarre parce qu'on a les mêmes activités, parce que dans les armées, vous avez une solde de base, puis les sorties sur le terrain sont assorties d'indemnités. Il me dit, ben, c'est bizarre parce qu'on a fait tous les mêmes sorties sur le terrain, mais il n'y en a pas un qui a la même solde au bout. Alors il y en avait qui en avaient plus, il y en avait qui en avaient moins, mais pour lui, ça n'était que... c'était presque normal, c'est comme ça. Je ne suis pas sûr que dans d'autres professions ou dans d'autres types d'activités, on ait la même réaction. C'est pour vous dire que cet état d'esprit, non pas d'indifférence par rapport à l'argent, mais une certaine distanciation, me paraît caractériser l'état d'esprit d'un bon nombre, et je la rapporte. Alors vous allez me dire... Philippe, il fait là un saut de 2000 ans en arrière qui est peut-être un peu risqué, mais je crois qu'il y a une réalité de cette sobriété qui permet justement de vivre dans un univers où l'argent n'est pas premier. Et je pense que dans le monde où on est, c'est quelque chose, j'allais dire, qui n'a pas de prix. Vous voyez, c'est un peu paradoxal. Et donc, j'ajoute... Alors ça, c'est pas de la sociologie de café du commerce, parce que c'est vrai. Même si le taux de divorce dans les armées a rejoint, et parfois dans certaines unités où les gens sont très souvent absents, a dépassé la norme, la moyenne nationale, malgré tout, les militaires, et notamment les officiers, de l'armée de terre, de la marine, c'est un peu moins vrai dans l'armée de l'air. Et ensuite, dans l'armée de terre, il faut regarder les armes. Selon les armes dans lesquelles vous vous trouvez, les gens ont plus ou moins d'enfants. Mais les militaires sont encore caractérisés par des familles nombreuses, où les épouses, c'est moins vrai maintenant, mais travaillent moins que la moyenne des femmes françaises. Et avec des soldes qui restent relativement modestes, même si la dimension familiale est prise en compte plus qu'ailleurs en matière de soldes. Mais vous voyez, sobriété d'un côté, souvent encore choix de familles nombreuses, et avec les sacrifices qui vont avec. Alors, je ne brosse pas un tableau idyllique, pas du tout, mais c'est pour vous faire toucher du doigt que quand même, il y a la possibilité, sous les armes et donc dans le cadre du métier militaire, de faire preuve d'une certaine distanciation vis-à-vis de l'argent, tout en, à travers les enfants, de chercher finalement une certaine pérennité d'un certain nombre de valeurs. Alors, cette sobriété, elle peut aller avec un certain renoncement individuel. Peut-être qu'en matière de spiritualité, quand vous êtes plus distant vis-à-vis de l'argent que d'autres personnes, vous exercez un certain renoncement, peut-être une certaine pauvreté spirituelle. Et, alors quand devant les frères de Saint-Jean, on est quand même obligé d'évoquer les philosophes, mais je pense que la sobriété, elle mène à la vertu que saint Thomas d'Aquin évoquait, d'une certaine vertu cardinale, hein, qui permet, comment dirais-je, de certaines mesures, une certaine vision de la vie, où les excès sont écartés, où vous cherchez une certaine harmonie au service d'un ordre. Et j'y viens à propos du service, mais au service d'un ordre et d'une harmonie. Le militaire, dans le chaos du monde, je crois qu'il est là aussi pour rappeler que dans le chaos qu'est l'histoire, eh bien, par sa présence, éventuellement par la mise en œuvre des armes qu'on lui a confiées, il est capable de contribuer à l'ordre du monde, à une certaine harmonie, ce qui ne va pas, évidemment, sans douleur.
Alors, si j'évoquais la sobriété, la tempérance, je ne trouvais plus le mot. Tempérance, chère à saint Thomas d'Aquin, mais qui est une vertu, j'allais dire, cardinale parmi les vertus cardinales. Parce qu'elle permet la mesure, elle permet le discernement. Et à partir de là, vous êtes celui qui va se mettre au service d'un ordre et d'une harmonie. Et c'est là où la difficulté commence. J'ai dit service. Donc service de qui? Service de quoi? Pour qui et pourquoi? Et là, vous êtes obligé de mettre en œuvre quelque chose qu'on retrouve dans l'Église, dans vos communautés. C'est la question de l'obéissance. Par la sobriété, vous renoncez. Par le fait que vous êtes au service d'un ordre, vous renoncez à vous-même au profit plus grand. Mais la question, c'est que le plus grand, c'est-à-dire tout en haut, président de la République, chef des armées, c'est la question de la légitimité qui se pose. L'égalité, légitimité. Et là, l'histoire est quand même parcourue depuis 2 siècles de questions qui sont fondamentales pour les militaires. Jusqu'où j'obéis, à partir de quand ma conscience m'interdit d'obéir. Alors vous avez plusieurs niveaux d'obéissance. Vous avez l'obéissance au quotidien, qui va vraiment vous forger, qui va vous former. Puisqu'obéir, c'est renoncer. Obéir, c'est faire preuve d'humilité, puisque en exécutant un ordre, vous reconnaissez que celui qui vous donne l'ordre, d'une certaine façon, est plus grand que vous. Je dis bien d'une certaine façon. Et en donnant des ordres, c'est-à-dire vers le bas, vous avez un devoir d'exemplarité, sans sombrer dans l'orgueil. Donc, en tant que sujet qui obéit, vous pouvez, là encore, mettre en œuvre des valeurs ou des vertus chrétiennes. J'obéis, je donne des ordres, je dois être exemplaire, mais pour élever les âmes et les corps de ceux qui sont sous vos ordres. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est un peu théorique. Je crois que certains, évidemment, avec les limites de la nature humaine, peuvent le vivre, et au quotidien, un petit peu comme faire du sport quotidiennement va vous former le corps, eh bien, l'obéissance bien comprise vous met dans un chemin d'humilité et d'élévation. Mais évidemment, ça c'est confronté à la dureté de l'histoire. Regardons les 250 ans qui sont passés. L'ancien régime s'effondre. Que font les militaires? À qui j'obéis? Quel est le pouvoir légitime? 1789, 1792, la Restauration, les gloires de l'Empire et puis le retour des Bourbons. Qu'est-ce qu'on fait? À qui on obéit? Retour avec la monarchie de Juillet des Orléans, dont les officiers légitimistes se méfient absolument. Beaucoup vont quitter l'uniforme à l'arrivée de Louis-Philippe. Et puis arrive Napoléon III, le Second Empire. L'armée participe largement au coup d'État du 2 décembre et va en avoir certains bénéfices. D'autres vont quitter l'armée. Vous faites un grand bond dans l'histoire, 1905, les expulsions. C'est quand même des militaires qui sonnent à la porte de la Chartreuse, et c'est devant les fusils d'un régiment d'infanterie local que, prieur en tête, les Chartreux, en plein hiver, vont être expulsés. Certains vont briser leurs sabres, d'autres non. Et puis la tragédie de 1940. Pétain, De Gaulle, qu'est-ce qu'on fait? Avec chaque fois des interrogations majeures. Puis vous avez des gens qui ne s'interrogent jamais. Mais c'est pas ceux-là dont je veux parler. C'est ceux qui, au cœur de l'histoire, cherchent la légitimité, font la balance entre qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui est légal, où est ma conscience, où est mon devoir. Et donc là, ce que j'évoquais avec vous, ces notions d'obéissance, de discipline. La discipline continue à faire la force des armées. Discipline et obéissance sont liées. Hein. Mais
discipline et obéissance ont une fin. Le risque, quand j'étais à l'école de guerre, il y avait un général qui nous a dit, de toute façon, vous n'êtes que des techniciens. C'est éminemment dangereux. Le risque, quand vous faites des militaires, des techniciens, c'est que ils peuvent mettre leur conscience au fond de la poche, même si le règlement de discipline générale interdit d'obéir à des ordres qui seraient contraires aux engagements internationaux, notamment à la Convention de Genève. Mais il peut y avoir des choses beaucoup plus insidieuses qui font qu'à un moment donné, votre conscience peut être interrogée. Et donc, ce métier militaire que j'ai peut-être décrit de façon un peu simple en disant, voilà, il y a une assez forte analogie entre ce que nous dit l'Évangile et ce que vous pouvez vivre sous l'uniforme. Mais n'oublions pas, la nature humaine, je n'irai pas comme Luther, évidemment, à dire qu'elle est complètement corrompue, mais elle est un peu fêlée. Et il faut revenir au péché originel, à mon avis, pour, dans le métier militaire, face à un certain nombre d'horreurs auxquelles sont confrontés nos soldats, notamment ce qu'ils ont vu en Afrique, se dire que malgré tout, il y a une espérance. Et donc, je voulais évoquer cette question-là de l'espérance, parce que on pourrait dire que le militaire, c'est c'est le témoin du tragique de l'histoire. Et alors, il ne l'était pas vraiment pendant les 30 Glorieuses, qui, pour moi, ont été les années de mon enfance et de mon adolescence, mais avec ce que l'actualité nous fait vivre, l'actualité très actuelle, si je puis dire, et puis ce qui se passe depuis 2 ans en Ukraine, on pourrait se dire, au fond, à quoi bon ? À quoi bon ? Parce que les horreurs qu'on a vues, elles reviennent à l'horizon. Et qu'est-ce qui nous reste comme espérance ? Alors je défends la thèse que le militaire a un service à rendre dans la société, dans une société un peu amnésique, notamment en Europe, qui a oublié les aspérités de l'histoire. Je serais même un peu provoquant avec la Sainte Église catholique, dont je pense que parfois elle a pu avoir une vision de l'histoire, non pas bibliothèque rose, mais tellement convaincue que de toute façon à la fin tout se terminera bien, qu'au fond tout peut être relativisé. Et j'y reviendrai un peu parce que c'est quelque chose personnellement auquel je réfléchis depuis longtemps et qui me touche beaucoup parce que c'est mon église et que je l'aime et que j'ai trouvé que parfois elle avait une réponse trop banale, trop anodine par rapport au tragique de l'histoire. Et donc, je pense que le militaire, tel que je l'ai décrit, le militaire chrétien, il doit rendre un service de lucidité pour la communauté à laquelle il appartient. Il est lucide parce qu'il est veilleur. Il est au créneau de la cité. Et quand vous êtes au créneau, voire au donjon, vous voyez loin. Et quand vous voyez loin, et que vous avez un peu d'histoire, que vous avez... Parce qu'on ne peut pas être militaire sans connaître l'histoire. Savoir d'où on vient pour aller où on va, notamment pour des gens qui détiennent la capacité de tuer ou qui savent qu'un jour ils peuvent se faire tuer, vous comprenez bien qu'on ne peut pas dans ce cas-là ne pas s'intéresser à ce qui a été avant et ce qui risque d'advenir. Ou alors, j'en reviens à mon général de l'école de guerre, on est des techniciens, on fait ça un peu par hasard, sans s'interroger sur les racines profondes de l'histoire. Alors, je suis comme Bernanos, mais vous allez me dire, le bonhomme est un peu orgueilleux. Je pense que l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Parce que quand on regarde l'histoire, on peut désespérer. On peut se dire, notre Seigneur Jésus, 2000 ans, sur la croix, on sait qu'il est ressuscité, mais
est-ce que la nature humaine a fondamentalement changé? Est-ce que les massacres se sont arrêtés le jour de Pâques ou à la Pentecôte? Pas vraiment, même si on peut dire que quand on regarde l'histoire de la civilisation occidentale et le sort réservé aux plus petits, il y a un progrès de ce côté-là, évidemment. Mais néanmoins, le XXe siècle, le bolchevisme, le nazisme, le goulag, les camps de concentration, 95, le Rwanda, il y a 4 jours, vous avez vu, comme nous, ce que vous avez vu. Et donc, on pourrait se dire, à quoi bon laisser les bras m'en tombent. Le 19e siècle, marqué par le scientisme, dans sa deuxième partie, était persuadé qu'on allait en finir avec les guerres. Et puis on n'en a pas fini. Et le militaire, lui, il voit ça. Il l'a appris, il le médite, donc il est lucide. Mais quand il est chrétien, il a lu la Genèse. Il sait ce qui s'est passé. Il sait qu'au fond, on est quand même tous un peu fêlés, plus ou moins. Mais je pense que c'est cette fêlure qui explique le tragique de l'histoire. Le refus du bien et une certaine, pour nous chrétiens, ce qu'on appelle quand même le mystère d'iniquité, à l'œuvre. Et si on n'a pas ça en tête, on comprend rien et on peut être désespéré. Mais étant lucide, et là il y a vraiment un devoir de lucidité, et le militaire peut apporter ça à ses proches, à son pays, c'est une lucidité qui est tempérée par une espérance au-delà du désespoir. Et je crois que ça, dans les temps qui sont les nôtres, et on le voit pour un certain nombre de militaires qui, après avoir servi pendant de longues années, apportent à la société à la fois leur qualité et puis leur lucidité. On connaît à peu près la nature humaine, mais on sait qu'elle a de quoi nourrir encore notre espérance. Et je voudrais, avant que, si on peut évoquer entre nous un certain nombre de choses, vous dire que c'est peut-être la mission essentielle aujourd'hui du militaire chrétien, c'est le veilleur. C'est celui qui sait que, en plus, le royaume du Christ n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que cette obéissance que j'ai essayé de décrire, cette sobriété, ce souci d'apporter un peu d'ordre dans ce tohu-bohu. Un tohu-bohu, ça renvoie au monde d'avant la création. Un monde vide, informe et sans limite. C'est un peu ce que nous propose la société liquide ultra-capitaliste. Un monde informe, c'est-à-dire un homme, une femme, on ne sait plus trop ce que c'est. Un monde sans limite et sans frontières. Et c'est dans ce monde-là que le militaire chrétien vit. Et il est là pour contribuer à donner de la forme à l'informe, et il est là pour donner des limites à ce qui est sans limite. Alors évidemment, il y a plein de questions. Le soldat augmenté, l'application du transhumanisme à nos soldats, c'est des questions qui ont nécessité au ministère la création d'un comité d'éthique, parce que c'est des vraies questions. On peut aussi sombrer là-dedans, au motif que si à la prochaine guerre, ceux qui sont en face de nous n'hésitent pas à transformer leurs soldats par des prothèses, en les dopant, comme l'avaient fait les Allemands pour la campagne de mai-juin 40, alors on entre dans un autre monde. Donc la question de l'éthique, de la morale, y compris pour le militaire, parce que la fin ne justifie pas tous les moyens. Et ça nous renvoie à des questions abyssales sur le nucléaire, sur l'usage de l'arme nucléaire, sur plein d'autres choses. Mais d'où la nécessité d'avoir des chrétiens sous l'uniforme, pour être capables d'apporter aussi, le cas échéant, de la sagesse et une vision de l'homme qui suppose d'avoir réfléchi au plan anthropologique, parce qu'on n'est pas que de simples techniciens. Et il est bien évident que, quels que soient les gouvernements, l'intérêt pour les politiques, c'est d'avoir des militaires très techniciens aux ordres, mais dont la capacité de réflexion ne sera pas forcément attendue. Vous voyez tous les enjeux qui sont devant nous, quand un gamin de 20 ans rentre à Naval, à l'air ou à Saint-Mexan pour être sous-officier, ils ont tout ça.
chose que n'avait pas ma génération quand on rentrait à... Moi, je suis rentré à Saint-Cyr en 76. Toutes ces questions-là, évidemment, ne se posaient pas. Et donc, plus elles se posent aujourd'hui, enfin, elles se posent avec une acuité terrible. Retour de la guerre, permanence de la tragédie. Et qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça quand on détient la capacité de tuer et de se faire tuer? Et bien, sans l'espérance, sans cette petite lumière que Peggy chantait, je crois que le métier militaire ne peut se résoudre qu'à une technique au service de pas grand-chose. Voilà ce que je voulais vous dire en essayant de répondre à l'invitation du père. Voilà. Là, on va commencer la salve des questions. Le terme est militaire aussi. Il y en a une ici, mais je me permets d'avoir le micro de poser la première. C'est vrai que vous avez parlé de l'Église et l'autre pape François nous bouscule aussi dans nos convictions. Il s'interroge sur la probité du mot guerre juste. Il n'hésite pas à dire, dans Fratelli Tutti entre autres, que posséder la bombe atomique est immoral. Que pensez-vous de ces propos? Le pape est jésuite, donc je prends en compte son origine, et il est sud-américain. Votre question, elle m'amène à vous faire part de mes réflexions sur le caractère opérationnel des propos pontificaux. Je m'explique. Non, mais attendez, parce que pour les militaires, la question de la guerre juste... Alors, revenons un petit peu en arrière. La théorie de la guerre juste, donc développée par saint Thomas d'Aquin et puis ensuite par les juristes du XVIe siècle, elle revient à dire que les conditions sont extrêmement strictes. Il faut que l'autorité qui la décide soit une autorité légitime. J'en reviens à la question de la légitimité, qui est une vraie question aujourd'hui. Dans nos sociétés dites démocratiques, la légitimité des gouvernants est une vraie question, de quelque point de vue que l'on se place. Ensuite, il faut qu'il y ait eu ce qu'on appelle une offense, c'est-à-dire qu'il y ait un motif. Et ensuite, il faut que la réponse soit proportionnée. Ensuite, il faut que l'intention soit droite. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que vous pouvez avoir une guerre qui est l'apparence de la justesse ou de la justice, mais qui peut être déclenchée pour des intentions qui ne sont pas droites. Vous prenez l'intervention américaine en Irak. Est-ce que l'intention est droite? Vraisemblablement pas. Donc, là où je rejoins le pape, mais pour des raisons concrètes, c'est que les guerres justes, on en voit peu dans l'histoire. Et il n'y en a peut-être jamais eu. Mais de ce que j'ai lu, mais je parle sous vos contrôles, mes pères, c'est que jusqu'à Benoît XV, jusqu'au premier conflit mondial, thomisme aidant, dans l'Église, les théologiens adhèrent à ces critères. Mais la guerre de 14, elle va faire basculer les esprits. Parce que c'est après la guerre de sécession. La guerre de sécession est intéressante à étudier parce que c'est une anticipation de la guerre de 14 sous l'angle industriel. C'est la première guerre menée de façon industrielle. Et donc, la guerre de 14, à la fois, mais comme beaucoup de guerres, mais plus que d'autres, c'est un mélange d'héroïsme, c'est un mélange d'industrialisation. C'est là où on commence à traiter des offensives en termes de ratio. Nombre d'obus, nombre de pertes envisagées, nombre de kilomètres ou de centaines de mètres gagnés par minute, par heure, etc. Donc on a... Mais ça, c'est certainement, Olivier Rey, le philosophe, le dirait mieux que moi, hein, mais c'est que la mathématisation du monde, elle va marquer la guerre de 14. C'est une guerre scientifique, technique. Et
quand j'étais ado, j'avais lu un bouquin qui m'avait marqué, c'était de Georges Blond, qui s'appelait La Marne. Et il décrit la bataille de la Marne. Et il décrit un assaut, donc en septembre 14, où les troupes françaises, pantalons rouges, capote bleue, montent encore à l'assaut, avec musique et drapeau. Et il cite un certain nombre d'officiers portant des grands noms de France, et il dit c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'une certaine vision de la guerre, mais c'est fini. Et c'est vrai, parce que l'automne 14, on commence à s'enterrer. 1915, les tranchées sont bien creusées et on rentre dans un autre monde. Et après la guerre de 14, on s'aperçoit que du côté de l'Église, on va se dire, mais la guerre juste, quand on voit 1 300 000 morts en France, les blessés, les veuves, qu'est-ce qui peut justifier ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justifier une telle tragédie du point de vue humain? Donc, dès les années 20, début des années 20, dans l'Église, la question se pose, mais au fond, est-ce que le concept même de guerre juste peut encore être opératif par rapport à ce qu'on a vécu? Et donc je pense que quand on regarde le long terme, le pape François, certainement, se fait l'écho lointain d'une interrogation ancienne. Mais j'en reviens à ce qui est un petit peu mon dada, c'est la question du tragique de l'histoire et du paradoxe, parce que c'est quand même pas évident pour un officier, enfin un militaire chrétien, de conjuguer les propos du pape et la réalité du monde. C'est-à-dire que vous prenez la devise de l'école de guerre, si vis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est complètement à l'opposé des propos pontificaux. Mais vous seriez aux affaires, dans le monde où on est. Et quand on regarde l'histoire, imaginons, et on l'a suffisamment reproché au gouvernement de la Troisième République des années 30, si on n'avait pas, ou si les Anglais, par exemple, n'avaient pas préparé la guerre, ou au moins la Royal Air Force, pour faire face à la Luftwaffe en juillet 40. On faisait quoi? L'Angleterre tombait, la France était déjà tombée. Donc, je comprends la théorie, mais je ne comprends pas comment, sauf à être objecteur de conscience, face au spectacle du monde et à l'histoire, c'est-à-dire que vous regardez depuis les débuts de l'humanité, mais en tout cas au moins à travers les fouilles archéologiques que vous faites, qui font apparaître que l'âge de la pierre polie, l'âge du bronze, l'âge du fer, l'âge du cheval équipé, des étriers et ensuite de l'arbalète, etc. Tout ça parcourt l'histoire pour faire la guerre. Alors moi je me dis, on est dans l'utopie, mais une utopie elle est dangereuse parce que si on condamne la guerre en tant que telle, mais ça m'amène aussi, moi quand Paul VI dit plus jamais la guerre à la tribune de l'ONU, comme militaire, je me suis toujours interrogé en me disant quelle est la valeur de l'incantation par rapport à la nature humaine. Et donc moi je vous livre mes interrogations et mon espèce de scepticisme, parce que je me dis, est-ce que ce type de discours peut changer une nature humaine qui est fêlée dès les origines? Et donc, si on dit plus jamais la guerre, mais très bien, mais si, et l'Église nous le dit bien, si on ne fait pas la paix en nous, comment la paix peut advenir? Moi, je veux bien, mais si j'ai en face de moi quelqu'un du Hamas, ou d'un autre personnage aussi excité, bon, je vais lui dire plus jamais la guerre. Bon, mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, mais sur le fond, pour essayer de répondre à votre question, comme catholique, mon interrogation c'est est-ce que le pape, mais avant aussi, malgré les boucheries de 14 et de 40, mais est-ce que ce plus jamais la guerre, comme nos grands-pères l'ont dit après 14, c'est la der des der.
Mais sauf que moi, qui aime bien l'histoire, je regarde que, en fait, et la Bible le dit, c'est que toute l'histoire humaine est parcourue par la guerre, et je ne sais pas, mais je voudrais que, dans ce cas-là, je me permettrais respectueusement de dire au pape, si j'étais en face de lui, je dirais, mais, très Saint-Père, est-ce qu'en ce début du XXIe siècle, il y a quelque chose qui vous fait penser que cette parole, le plus jamais la guerre, peut être opérative? Première chose. Ensuite, la deuxième, à part pour le nucléaire, c'est une vraie question. Quand le général de Gaulle a décidé de créer la force nucléaire, elle s'est créée en plusieurs étapes. La première étape, ça a été ce qu'on a appelé la composante air, c'est-à-dire que on avait des avions, c'était des Mirage 4, qui emportaient une bombe qui faisait plusieurs fois la puissance d'Hiroshima, mais qu'on arrimait sous l'avion. Et ils auraient dû se porter à proximité des villes russes pour détruire des grands centres industriels et faire des millions de morts. Et puis ensuite, on a créé la force océanique stratégique. Lancement du premier sous-marin nucléaire lance-engin, 67, c'est le Redoutable. Mais un certain nombre d'officiers de marine sous-mariniers ont refusé de servir dans les sous-marins nucléaires lance-engins. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se voyaient pas en conscience la force morale, non, ils ne se voyaient pas contribuer à la mort, en fait, de millions d'innocents. Dans le cadre d'une stratégie dont j'ai dit que le paradoxe, mais c'était que elle ne réussissait que si on la mettait pas en œuvre. Donc, on pouvait leur répondre, mais non, on n'aura jamais à l'utiliser. Sauf que, vis-à-vis de l'adversaire potentiel, il doit être sûr que, le cas échéant, on est capable de l'utiliser. Alors, et je vous renvoie à des pseudo-mémoires de Giscard d'Estaing, qui, lui, écrit à l'issue d'un exercice, parce que régulièrement, à l'Élysée, vous avez un bunker dans lequel on refait des séquences pour s'assurer que le circuit de décision du président vers les forces nucléaires fonctionne. On soumet à Giscard un scénario. Alors le scénario de l'époque, c'était on fait grosso modo 3 jours de guerre en Allemagne, on se retire sur le Rhin, et puis après, on envoie la bordée nucléaire. Et là, Giscard écrit, on me présente la décision à prendre, je me représente les paysages de France, et je me dis que je n'appuierai jamais sur le bouton. Et donc, lui, c'était pour une certaine esthétique. Donc, ça mettait en cause, a posteriori, la capacité du pays à utiliser, si besoin, l'arme nucléaire. Mais pour des officiers chrétiens, certains ont refusé. Alors, ça, c'est une autre de mes interrogations. Alors, le pape est jésuite, mais avant ça, il y a eu des positions un peu compliquées de l'Église, enfin un peu compliquées, mais que je comprends parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a eu, au moment de la crise des euromissiles, 82-83, deux textes de la conférence épiscopale américaine et de la conférence épiscopale française, qui ne condamnaient pas la détention de l'arme nucléaire, mais en revanche, soit s'interrogeaient, soit condamnaient l'usage. Donc il y avait déjà là quelque chose d'un peu compliqué. C'est que vous détenez, mais vous ne pouvez pas utiliser. C'est-à-dire que si chez vous, on vous autorise à détenir des armes, mais on vous condamnera moralement a priori si vous les utilisez, si quelqu'un arrive chez vous, ou menace d'arriver chez vous. Bon. Et là, le pape va plus loin en disant la détention d'armes nucléaires est immorale. Alors vous comprenez que ça, ça met en cause les dirigeants, et puis, et j'en connais quand même pas mal, parce que dans la marine, il y a un certain nombre d'officiers pratiquants, c'est que aujourd'hui, nos camarades qui sont en patrouille, en ce moment, il doit y en avoir il y a peut-être 2 sous-marins à la mer, ils contribuent à l'immoralité. Et ça, j'ai pas de réponse. Je dis que c'est problématique, parce que est-ce que l'arme nucléaire a garanti une ère de paix par l'équilibre de la terreur? Est-ce que les Américains, est-ce qu'on aurait eu un conflit mondial si on n'avait pas eu l'arme nucléaire? Personne ne peut répondre. Mais je ne peux pas plus répondre que ça. Sur la question de la guerre juste, il n'y en a jamais eu, certainement. Mais je pense que néanmoins, écarter
la guerre à l'horizon de l'humanité me semble utopique, qu'on a un devoir de faire face, parce que le jour où on est confronté à l'ennemi et qu'on n'a pas d'armes, eh ben, c'est les plus petits qui paieront. En revanche, pour l'arme nucléaire, je pense qu'il y a une question morale qui subsiste, que moi, à mon petit niveau, je ne résous pas, mais qui est évidente. J'ai deux choses à vous demander. La première, c'est la responsabilité de l'officier qui va déclencher, que ce soit en sous-marin ou comme en armée de l'air, la bombe nucléaire. La responsabilité devant Dieu appartient-elle aux responsables des armées ou aux militaires? Deuxièmement, quand je me suis mariée à un officier, mon témoin de mariage m'a dit: tu fais le lien entre le monde civil et le monde militaire. N'oublie jamais de donner ton avis parce que tu fais justement partie du monde civil pour qui le monde militaire travaille. Jusqu'à présent, j'ai un certain âge, eh bien je le vis encore maintenant. Voilà. Donc je voudrais peut-être faire la part intéressante aux épouses qui ont laissé un petit peu leur vie de professionnelle pour accompagner leur mari. Alors la première question, elle renvoie à ce que j'ai dit sur l'obéissance et ses limites. Donc l'obéissance, c'est forge la discipline. La discipline fait que elle permet à la nation de disposer d'un corps capable de le défendre. C'est-à-dire que si vous aviez une masse non disciplinée, non obéissante, la nation pourrait se plaindre. Non. Donc, il n'y a pas d'institution militaire. J'insiste parce qu'une fois j'étais un jury pour une thèse de sociologue. Et le prof de sociologie, c'était pour un officier de gendarmerie qui traitait de la question de la représentation des militaires, puisqu'il n'y a pas de syndicat dans les armées. Et j'ai été marqué par ce prof de sociologie qui disait: attention, ne parlons pas d'organisation, mais d'institution. Et d'ailleurs, à propos du synode, ça m'a fait réfléchir. L'institution, ce qui tient debout, ce qui est pérenne, l'organisation, c'est de la technocratie, c'est autre chose. Et donc, ce qui fait tenir l'institution, c'est la discipline, la hiérarchie, l'obéissance. Mais pour des missions fondamentales. Et donc, la mission que vous évoquez, en fait, c'est ce qui était gravé sur les canons de Louis XIV, c'est-à-dire l'ultime raison des rois, c'est-à-dire envoyer des boulets. L'ultime raison des rois aujourd'hui, c'est l'arme nucléaire. Alors, la responsabilité, je pense que elle appartient, je pense, c'est sûr, elle appartient au président de la République. Ceux qui contribuent, donc la mise en œuvre qui a peut aboutir à des morts de façon importante, elle est limitée dans la mesure où ils ne font qu'exécuter des ordres. Mais je ne prendrai pas parti ou je ne les condamnerai pas. Ils y ont réfléchi avant. Ils sont persuadés qu'ils sont là pour contribuer à exercer, à faire peser une menace diffuse et potentielle, qui, le cas échéant, suppose qu'on peut appuyer sur le bouton. Mais c'est un ensemble. C'est-à-dire que vis-à-vis de tout ennemi potentiel, il doit être capable, il doit savoir que si besoin, on appuiera. Donc, c'est le jeu subtil de la dissuasion, c'est que vous ne nous chercherez pas des noises, parce que avant de nous les chercher vraiment, vous devrez savoir que si vous venez nous attaquer, la réponse sera terrifiante. Donc, je n'ai pas de réponse absolue. Je dis que c'est le chef des armées qui est responsable, c'est lui qui donne les ordres, personne d'autre. Et ça, c'est quand on parle du pouvoir des présidents de la République sous la Ve, par rapport à nos rois, par exemple, c'est une compétence, c'est un pouvoir exorbitant.